This meeting is being recorded. Parfait, c'est enregistré. Eh ben, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié effectivement aux émotions et à votre hypersensibilité. C'est quelque chose qui est très important, qui est aussi très prisé de plus en plus, j'ai envie de dire. Comment on peut faire, l'objectif, ça va être de voir un petit peu comment on peut faire de son hypersensibilité une force aussi, que ce soit dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle. Et ça va être aussi une manière de voir un petit peu comment développer sa confiance, comment arriver à mieux s'épanouir et à accepter ses émotions, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout plébiscité souvent dans le monde professionnel ni dans le monde personnel. Et pourtant, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, au programme de ce webinaire, donc 4 parties. Comme vous pouvez le voir, si vous êtes quelqu'un qui ressent intensément les émotions, que vous avez souvent été qualifié de trop sensible, ou que vous avez du mal à gérer vos émotions, bon, c'est que vous êtes au bon endroit. C'est vrai que l'hypersensibilité, c'est une caractéristique de la personnalité qui peut être difficile à comprendre, que ce soit pour des personnes qui le vivent ou pour l'entourage, parce que c'est vrai que quand on est aussi l'entourage, c'est pas toujours évident de mettre des mots sur ce que les autres ressentent et pour l'accepter ou arriver à mieux les accompagner aussi. Et c'est pourtant possible de transformer vraiment cette hypersensibilité qu'on a en une véritable force. Et c'est ce qu'on va vraiment essayer de voir durant tout ce webinaire pour voir un petit peu les différentes facettes de l'hypersensibilité. On va essayer de comprendre aussi comment elle est perçue par les autres. On va essayer d'apprendre quelques petites techniques pour mieux vivre ses propres émotions et, encore une fois, développer vraiment sa confiance en soi. Donc, c'est vraiment le programme du jour. Alors, qui je suis pour vous raconter tout ça? Moi, je suis Amélie Favre-Guité, donc je suis la fondatrice de Talent Management Group, qui comprend plusieurs marques commerciales. Madircom, qui est une agence de conseil RH et de marque employeur. Pin My Career, qui intervient dans les écoles de commerce et les centres de formation pour adultes et qui accompagne à la fois les étudiants et les alumni, comme vous aujourd'hui. On a également la marque Boost Me Up, qui est une plateforme digitale qui aide les plus de 45 ans vers le retour à l'emploi. Et enfin, on a la marque PG Coaching, qui fait du développement perso et développement pro en coaching individuel, qui est davantage géré par mon mari, parce que oui, nous sommes une entreprise familiale, mais c'est moi le patron, enfin la patronne en l'occurrence. Première partie, alors vous n'hésitez surtout pas à intervenir pendant ce webinaire. Vous pouvez prendre la parole, vous pouvez écrire dans le chat, je le vois à côté de moi, donc surtout n'hésitez pas, ça me fera plaisir de pouvoir aussi échanger avec vous. Il ne faut pas que ce soit juste moi toute seule. Première partie, c'est comprendre l'hypersensibilité. C'est vraiment la première étape si on veut mieux vivre en fait cette caractéristique qui est vraiment forte. On va essayer d'exploiter plusieurs choses là-dedans. On va essayer d'aller voir un peu la définition de l'hypersensibilité parce qu'on peut mettre différents termes derrière ce mot. On va aussi également répondre à la question que beaucoup de gens se posent et que peut-être vous aussi vous vous posez. Comment savoir si on est hypersensible ou pas? On va aussi discuter un peu des avantages et des défis de l'hypersensibilité parce que c'est bien d'avoir connaissance un peu de ces caractéristiques, mais comment on va faire pour que ce soit plus facile à vivre? Comment on peut justement le transformer en source de richesse, d'atouts, tout ce qu'on va pouvoir utiliser positivement. C'est un petit peu l'objectif de cette première partie. Donc, comment on va définir un peu l'hypersensibilité? Alors, elle peut être définie de plusieurs manières. Déjà, c'est une caractéristique d'une personne pour laquelle elle va ressentir les émotions de manière beaucoup plus intense et de manière beaucoup plus profonde que la plupart des gens. Typiquement, les personnes qui sont hypersensibles, elles ont souvent une grande capacité à ressentir l'empathie pour les autres et sont souvent aussi très réceptives de tout l'environnement émotionnel dans lequel elles sont. Donc ça, en gros, ça va être, pour aller plus dans le détail de la grande sensibilité émotionnelle, c'est souvent des personnes qui sont susceptibles de ressentir donc les émotions intenses, elles peuvent être à la fois positives ou négatives, hein. Et ça va être des gens qui vont être touchés par les événements assez quotidiens, les interactions sociales, les stimuli même sensoriels. C'est des choses qui vont vraiment frapper les personnes. Une odeur, une sensation, de la luminosité, tout ça, ça va les toucher énormément. La réaction à l'environnement, c'est justement les personnes qui sont tous les stimuli qu'on va recevoir dans l'environnement. Donc, on parlait des sons, des odeurs, les couleurs aussi, les sensations un peu physiques.
eh ben, elles vont être très vite touchées par ce genre de choses. Donc effectivement, elles peuvent être soit surstimulées, par les interactions sociales, les lieux bruyants, quand il y a beaucoup de monde, quand les lumières sont très vives ou s'il y a beaucoup d'écrans. C'est des choses qui vont vraiment, stimuler, beaucoup trop, les personnes hypersensibles et à un moment donné, elles vont avoir envie de s'isoler et pour essayer de se reposer. Parce que pour elles, ce sera ce moment d'être seules pour se reposer. Cette capacité d'empathie aussi qu'elles ont, c'est aussi des personnes qui, arrivent tout de suite à ressentir les émotions que les autres ont. Et en fait, ça va leur faciliter aussi le lien qu'elles vont avoir avec les gens. Elles vont naturellement aller vers les personnes quand elles vont pas bien, quand elles sont un peu tristes. Elles vont naturellement aller vers des personnes qui sont en colère. Elles vont ressentir la colère. D'ailleurs, quand elles ressortent fortement la colère des autres, ça peut les stresser aussi, ça peut les angoisser. Et donc tout dépend comment elle va gérer, comment la personne va gérer cette empathie. Mais c'est quelque chose qui est très prégnant. Et c'est pour ça qu'aussi les personnes qui sont empathiques, elles ont des fois du mal à être dans des open space parce que la gestion des émotions de tout l'open space, ça peut être très vite difficile à gérer. Donc ça, c'est aussi quelque chose que la personne va énormément ressentir. Et forcément, cette personne, elle va avoir une tendance qu'on dit à la réflexion et à l'introspection. En fait, ces personnes, elles ont une vie intérieure qui est très riche. Et en fait, elles ont besoin aussi de réfléchir à leur propre existence, à leur propre expérience, à comment elles vivent leurs propres émotions. Alors, d'une certaine manière, ça va les rendre plus créatives parce qu'elles vont essayer effectivement voir les choses différemment et elles vont vouloir avoir envie de projeter tout ce qu'elles ont, tout ce qu'elles ressentent sur du papier. Mais ça peut aussi les rendre beaucoup plus sensibles parce que, une personne empathique, quand elle se fait critiquer ou lorsqu'elle se fait juger, forcément, c'est un petit peu tout son écosystème qui s'écroule et elle va remettre en cause énormément de choses. Parce qu'elle va prendre la critique ou le jugement, au premier degré et comme étant véritablement une attaque. En fait, si on imagine un petit peu une personne, hypersensible, on va imaginons, je sais pas moi, je prends l'exemple de Lucie, Lucie qui, se rend à une fête avec des amis, il y a beaucoup de monde, la musique elle est forte, les lumières, clignotent parce que c'est un peu la fiesta et au cours de la soirée, à un moment donné, Lucie, elle va se sentir un peu, oppressée. Alors elle à la fois, elle va avoir un sentiment d'euphorie, d'excitation parce qu'elle passe du temps avec des amis, avec des proches, mais en même temps, elle va se sentir très triste et très déprimée parce que elle reçoit énormément, beaucoup trop d'émotions en même temps. Et donc, ça va être un peu confus pour elle aussi. Et donc, pour réagir, comme elle est sensible à cet environnement bruyant, à ces lumières, elle va avoir besoin, comme elle va se sentir submergée, elle va avoir besoin de se recentrer sur elle pour canaliser toute l'énergie qu'elle ressent. Et donc, elle va à un moment donné se dire: tiens, je vais aller m'écarter, je vais aller dans une autre pièce, je vais, je sais pas si elle est, dans une soirée privée, je vais aller à l'extérieur, juste pour respirer et reprendre un peu le pas sur l'ensemble de ses émotions. Ça, c'est typiquement ce qu'une personne hypersensible pourrait, ressentir dans ce type d'environnement. Et forcément, si on connaît Lucie, mais qu'on ne sait pas forcément qu'elle est hypersensible, on ne va pas comprendre pourquoi au début elle était dans l'euphorie, surexcitée, super contente, et que d'un coup elle se sent oppressée, qu'elle a envie d'être seule, d'être dans une pièce beaucoup plus sombre, alors qu'en fait elle a juste besoin de recanaliser l'ensemble de son énergie. Et ça, c'est vraiment des petites choses de dire où les personnes sont capables de passer d'un état à un autre très rapidement. Et donc ça, c'est des petits éléments qui peuvent vous permettre de savoir si, un, vous l'êtes ou si vous connaissez des personnes qui le sont. Est-ce que déjà avec cette définition, ça vous permet de voir un petit peu plus le côté un peu hypersensible? Et est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous reconnaissez des personnes qui peut-être dans votre entourage sont hypersensibles? Ou peut-être vous, hein, c'est possible. Je vois des oui dans le chat. Bon, c'est, voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à mettre les bons mots dessus. Parce qu'une fois qu'on arrive vraiment à comprendre les caractéristiques de l'hypersensibilité, on peut commencer à mieux comprendre aussi, sa propre expérience émotionnelle. On peut aussi apprendre à mieux vivre, avec l'ensemble de ces caractéristiques et du coup, on va pouvoir aussi adapter, son environnement, dans lequel on est, les personnes avec qui on interagit pour justement pouvoir s'adapter à son rythme, parce que c'est ça qui va être le plus important. Je peux éteindre un tout petit peu. Merci. Ah, j'ai cru que quelqu'un voulait intervenir, mais je pense que c'est juste un micro qui doit être ouvert.
Comment Amélie, savoir je t'ai posé Oui? une question, pardon, dans le chat. Juste, est-ce que tu irais jusqu'à dire que Lucie éviterait l'opportunité d'une telle soirée dans le futur? Tout dépend si elle arrive à gérer son hypersensibilité. C'est-à-dire que, elle a toujours ce petit côté euphorique au début où elle a du plaisir d'être avec les autres parce que ça fait partie de son empathie d'aimer être entourée et aimer être avec ses amis. Mais à un moment donné, si l'intensité des émotions négatives liées à l'environnement, à la lumière, au bruit, au son et à tout le brouhaha que ça peut générer, ça peut, à un moment donné, provoquer l'isolement de la personne qui va préférer rester seule plutôt que de, enfin, parce qu'elle n'arrivera pas à gérer ces 2 émotions en même temps. Donc ça peut être un risque, effectivement. Super intéressant, merci. De rien. Je regarde aussi, effectivement, j'avais pas vu la question. Moi, en soirée, ça me rassure. Bah oui, oui, si vous êtes du style à vous isoler en soirée, voilà, faut pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal. On est tous normaux, vous inquiétez pas. Donc comment savoir si on est hypersensible? On a essayé de repérer plusieurs types de signes aussi, donc par rapport à ça. Donc vous allez pouvoir me dire: «Ah oui, oui, ça c'est bien moi» ou pas du tout. Alors c'est des signes, c'est pas forcément une preuve définitive, de votre hypersensibilité. En tout cas, ça peut vous aider à mieux comprendre si vous êtes hypersensible. Donc on prend l'exemple, si vous êtes facilement submergé par des émotions avec les autres, c'est-à-dire que vous ressentez les émotions des autres. Quelqu'un qui pleure, vous regardez un film à la télé, vous avez, l'acteur qui est en train de pleurer, vous vous mettez à pleurer vous aussi, bon, c'est peut-être un signe d'hypersensibilité. Si vous êtes en train de regarder tous les feuilletons de Noël et qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de triste, vous pleurez aussi, bon voilà, vous rentrez dans le personnage. Et en fait, ça, c'est quelque chose de fort chez les personnes qui sont hypersensibles. C'est ce côté très empathique et ils vont ressentir les émotions des autres, mais ça va être décuplé à chaque fois. Donc, ils vont ressentir encore plus d'émotions que les autres. Donc, que ce soit en vrai ou que ce soit à travers la télé, hein. Donc, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est en colère, vous allez pouvoir aussi ressentir cette colère. Et vous allez la ressentir comme si c'était la vôtre, alors qu'en fait, c'est pas la vôtre. Et c'est aussi pour ça que derrière, il faudra apprendre des techniques pour arriver à gérer ces émotions que vous ressentez, parce que ce ne sont pas vos émotions. Vous êtes juste le réceptacle des émotions des autres. Et donc, d'autant plus, on a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles et qui font du coaching. Et donc, forcément, bah, elles réceptionnent énormément d'émotions. Il faut qu'elles arrivent à trouver des temps pour elles, pour souffler, pour bah, se débarrasser se vider en tout cas de toutes les émotions qu'elles reçoivent. On Une peut dire aussi question. que si vous êtes très sensible aux stimulations sensorielles, c'est-à-dire que si vous êtes très sensible aux sons, aux odeurs, à la lumière, même aux textures, il y a peut-être des matières qui vous rendent plus sensible que d'autres. Et bah, typiquement, ça va être quelque chose qui va être un signe comme quoi vous pouvez être hypersensible. Les bruits forts, les lumières vives, les odeurs fortes. Vous rentrez dans une pièce et d'un coup, vous avez une odeur qui vous imprègne alors que les autres autour de vous disent: «Bah non, je sens rien, rien de particulier». Bon, peut-être que vous avez un odorat très développé, peut-être que vous pouvez devenir parfumeur d'ailleurs, selon. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va être important. Alors Jean-François qui me parle de comportement agressif. La personne ne va pas forcément devenir agressive parce qu'elle ressent peut-être la colère des autres. Mais en tout cas, elle va ressentir de la colère. Alors, elle pourrait, hein, si elle pourrait, parce que si elle n'a pas appris à gérer les émotions, elle a du coup une émotion en elle, même si c'est pas la sienne et qu'elle l'a récupérée. Et sauf que comme elle sait pas comment, la vider ou la gérer en tout cas d'une certaine manière, l'accepter et la gérer, parce que ça va être 2 choses, un peu différentes. Effectivement, elle peut se comporter peut-être de manière agressive, avoir une tonalité qui change, due à cette émotion. Après l'émotion peut repartir aussi vite qu'elle est arrivée, hein. C'est possible aussi. Je bois. Je pensais que j'allais tenir pendant le webinaire, mais non. La bronchite est presque finie. Donc ça, c'est un deuxième élément. Troisième élément, si vous êtes souvent submergé par des sentiments de stress ou d'anxiété. Les situations stressantes, bah, forcément, ça peut être difficile à gérer, bah, pour tout le monde de base. Encore plus pour une personne qui va être hypersensible. Parce que, bah, vous allez être, préoccupé par plein d'événements, par, tous les problèmes, les choses qui pourraient arriver et donc en fait, tout devient compliqué. Et on a aussi pas mal de personnes qui sont hypersensibles qui peuvent faire des crises d'angoisse. Parce que justement, elles ne savent pas du tout gérer
elles sont face à une situation où elles voient un amalgame de pierres qui devient une montagne en disant mais s'il y a ce problème, il va y avoir ça comme problème, puis il va y avoir ça. Et en fait, elles sont déjà en train de se projeter, on va dire négativement, sur tout ce qui va, sur tout le pire qui pourrait se passer. Et donc, d'un coup, crise d'angoisse et la personne se retrouve totalement bloquée. Et là, l'idée, c'est d'arriver à l'aider à se dire, bah, OK, regarde ta montagne, c'est en fait, c'est plein de petits cailloux. Et si on déplace les cailloux, bah, en fait, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus facilement. Ça demande du temps aussi et un accompagnement qui est aussi très important. Parce que bah, ce genre de choses n'est pas évident. Donc, si c'est des choses qui vous arrivent, le sentiment de stress et d'angoisse et d'anxiété qui arrivent d'un coup, alors pour certains, ça peut repartir rapidement aussi. Pour d'autres, il y a besoin d'un accompagnement, là, pour le coup, vraiment psychologique. Ça peut arriver. Donc ça peut être aussi un élément qui va vous dire, je suis peut-être hypersensible. Alors, je regarde tous vos petits messages. Alors, j'avais mis que les participants, mais du coup, je vais mettre tout le monde parce que sinon, c'est compliqué. Hypersensible, hyper sincère. Oui, parce que bah, l'hypersensible, comme il ressent les émotions, il va vivre avec ses émotions. Donc, quelqu'un qui est entouré de personnes joyeuses, ben, elle le sera aussi toujours. Une personne qui sera triste, elle peut l'être, mais après, tout dépend, c'est à quel niveau elle est de son hypersensibilité. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a appris à assumer sa sensibilité et à accepter celle des autres pour pouvoir la gérer. Et dans ces cas-là, ben, elle sera forcément sincère, parce que ça fait partie quand même un peu de son carcan, j'ai envie de dire. Mais en même temps, si elle est face à une personne en colère, elle ne va pas forcément le devenir. Si elle est face à une personne triste, elle ne va pas forcément le devenir. Donc, hypersensible, c'est juste qu'elle est remplie d'émotions. Si elle sait les gérer, elle sait avancer. Si elle ne sait pas la gérer, ça peut la bloquer. Est-ce que l'hypersensibilité peut s'exacerber avec le temps ou suite à un événement particulier comme une naissance, par exemple? Oui, alors normalement, c'est quelque chose que l'on a déjà en nous, l'hypersensibilité, mais ça peut effectivement se développer et s'accroître face à un événement qui peut être joyeux ou traumatisant, hein, ça peut être les 2. Et du coup, les émotions vont être encore plus décuplées, tout à fait. Mais normalement, c'est quand même déjà quelque chose qu'on a un petit peu en nous. Et puis, on a quoi? Il y a aussi le fait d'être conscient aussi de l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire qu'une personne qui est hypersensible, c'est une personne qui observe et qui remarque tous les détails. Et des fois, des détails que les autres ne voient pas. Si vous êtes du style à vous souvenir d'une pièce, de la déco, si vous êtes du style à vous souvenir des couleurs préférées des gens, le cahier avec lequel la collègue a écrit, il était bleu, il n'était pas rouge. Si vous arrivez à vous souvenir de tous ces petits détails, ou une collègue qui vous a dit telle chose et vous vous en souvenez même 6 mois après alors que tout le monde a oublié, vous avez peut-être une très bonne mémoire, mais c'est peut-être aussi que vous êtes hypersensible et que ces petits détails-là, ils sont importants pour vous. Donc, c'est aussi possible que vous puissiez repérer cette hypersensibilité à partir de là. Et puis, il y a le 5e, c'est vous êtes très attentif à vos propres émotions et à celles des autres, forcément. Si vous êtes en mesure d'identifier une personne qui est triste, une personne qui est anxieuse, une personne qui est heureuse, et si vous êtes en mesure d'exprimer aussi vos émotions, là, du coup, ce sera beaucoup plus facile. Je ne sais pas s'il y avait eu une question, j'ai cru entendre quelqu'un. Non. J'entends des voix, tout va bien. Donc si vous vous reconnaissez en tout cas dans ces différents signes, il est possible que vous soyez hypersensible. Alors tout le monde est différent, hein, et même les personnes hypersensibles, elles peuvent présenter une grande variété de sensibilité et de caractéristiques. Donc si vous pensez que vous êtes hypersensible, vous pouvez aussi aller en parler à des professionnels pour obtenir un diagnostic précis. Je vous partagerai vers la fin du webinaire aussi des liens. Alors c'est des tests qui ne sont pas forcément officiels, mais qui peuvent déjà vous aider pour savoir un petit peu si vous êtes hypersensible ou pas. Mais effectivement, ça peut être bien d'aller poser un diagnostic auprès d'un professionnel de la santé pour savoir exactement si vous êtes hypersensible et après, derrière, comment mettre les choses en marche. Alors, il y a des avantages quand même à être hypersensible, hein, et c'est ça aussi que j'ai envie de mettre en avant. Le premier avantage, c'est forcément donc une sensibilité qui est beaucoup plus accrue aux besoins et aux sentiments des autres. Quand vous êtes une personne hypersensible, vous êtes plus empathique, vous êtes aussi plus facilement dans la compréhension des sentiments et des besoins des autres. Donc, si vous êtes manager, ça peut être aussi intéressant, ce côté-là.
Donc, ça peut vous rendre aussi plus à l'écoute des autres. Et ça peut vous aider à créer des liens forts avec les gens. Parce que du coup, vous comprenez, enfin, en tout cas, vous écoutez leurs émotions et vous arrivez à traduire ça pour pouvoir mieux les accompagner. Donc, selon le job que vous faites, eh ben, ça peut être effectivement un atout. C'est aussi, on parlait de côté artistique et de créativité tout à l'heure. Bah, les hypersensibles ont aussi cette capacité à apprécier les arts et la beauté. Donc, une personne qui va être hypersensible, eh ben, elle va avoir une facilité, en tout cas, elle va avoir des sentiments forts vis-à-vis de la musique, de la nature, l'art, la culture. Et ça va être quelque chose de très ancré en elle. Donc, on retrouve souvent des personnes très sensibles dans ces milieux-là, dans les milieux de la culture et de l'art, parce que c'est quelque chose qui est important pour eux. Et que c'est une manière pour eux aussi d'exprimer et d'extérioriser leurs émotions. Ou en tout cas aussi d'extérioriser les émotions qu'elles récupèrent de l'environnement et du monde qui les entoure. On parlait aussi d'une intuition et d'une créativité accrue. Bah, c'est vrai qu'une personne qui va être hypersensible, elle a une intuition. Souvent, la personne dit: «Ah mais je sais pas, j'ai eu comme une intuition». Alors, on peut tous développer un peu ce côté intuitif, mais du coup, comme elle a cette capacité à voir les détails, à ressentir un peu plus ses émotions que les autres, et bah, du coup, c'est une manière plus intense pour elle de comprendre aussi son environnement. Et donc, ça va lui permettre de développer encore plus cette fameuse intuition, parce que finalement, c'est peut-être pas si intuitif que ça, c'est plus lié à l'observation et à la compréhension qu'à l'intuition pure et simple. Donc ça aussi, ça peut être un avantage d'être intuitif en fonction toujours du métier que vous avez envie de faire. Un autre avantage pour moi, c'est aussi cette donc capacité à reconnaître les problèmes. Bah oui, parce que pareil, quand vous êtes hypersensible, bah, vous allez pouvoir détecter, les choses qui fonctionnent moins bien. Vous allez pouvoir aussi détecter, tout ce qui peut paraître inaperçu aux yeux des autres. Encore une fois, ce côté, intuitif, cette capacité à voir les détails. Vous allez pouvoir, vous prenez en fait beaucoup plus conscience de l'environnement et des changements subtils qu'a cet environnement. Si vous êtes dans un environnement où, pareil, le côté open space où, vous avez plein de personnes, et ben, vous allez ressentir un petit peu tous ces sentiments et toutes les attitudes des autres. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de dire: «Bah, tiens, dans le groupe, je vais sentir une pression». Si vous travaillez avec des équipes, vous allez tout de suite pouvoir dire: «Bah, oui, telle personne a peut-être, des difficultés». Et donc ça peut être des éléments qui vont vous aider en tout cas à ressentir les choses. Encore une fois, si vous êtes manager, c'est quelque chose qui va être intéressant de se dire: «Bah, tiens, le fait d'être manager, j'arrive à repérer, ce qui ne fonctionne pas au sein de mon équipe, au sein de mon groupe». Donc ça encore, ça peut être, pour moi, en tout cas, un avantage au côté hypersensible. Forcément, ça a des défis en face, hein. Bah, la surestimation, facile, c'est-à-dire que les personnes qui sont hypersensibles peuvent être facilement submergées, bah, par tous les stimuli sensoriels qu'on a vus tout à l'heure. On parlait des bruits, de la lumière, les odeurs, et ça va forcément, enfin ça risque en tout cas, de causer de l'anxiété et du stress. Donc c'est, bah, OK, je suis capable d'observer, d'analyser mon environnement, mais comment je fais d'un autre côté pour apprendre à gérer mon anxiété et mon stress? Parce que c'est aussi quelque chose, c'est un défi pour l'hypersensible. Les émotions intenses, forcément, une personne qui est hypersensible, elle ressent les émotions des autres, donc ça peut aussi mettre à mal la gestion de ses propres sentiments. Donc c'est comment elle va travailler ce genre de choses. C'est aussi une tendance à s'inquiéter parce que, elle est consciente des dangers et des risques peut-être, par rapport à son intuition, et donc c'est comment elle arrive à, gérer ses préoccupations, comment elle arrive à gérer ces situations qui peuvent être stressantes. Tout ça, c'est, bah, les défis que l'hypersensible va devoir gérer au quotidien pour pouvoir faire de cette hypersensibilité vraiment un atout. Et puis la peur de la critique, forcément quand on est hypersensible, on apprécie rarement les critiques, ou les remarques des gens. On cherche l'approbation, hein, très souvent des autres quand on est hypersensible, et donc ça peut rendre les personnes très réactives aux commentaires négatifs. Donc c'est toujours de comment j'arrive à accepter le commentaire, la remarque, de la personne pour en faire une force encore une fois. Donc ça, c'est vraiment important d'arriver à comprendre les caractéristiques, j'ai envie de dire un peu naturelles, de l'hypersensible, et de voir après derrière comment on va pouvoir travailler ça. Est-ce que ça va jusque là?
Je regarde. J'ai remarqué que depuis toujours, énormément de gens se confient à moi. Dans certains cas, nous ne sommes pas vraiment proches. Est-ce que les gens réussissent à sentir mon côté hypersensible et hyper empathique? C'est possible. On dit souvent que les gens viennent pas vers des personnes par hasard. Donc c'est qu'il y a un moment donné, alors ça sort un peu du contexte hypersensible. On parle souvent d'un aura que l'on peut avoir. Mais effectivement, quand on est hypersensible, eh ben, on a cette capacité à attirer les gens. Alors, ça peut être le côté, peut-être que vous êtes quelqu'un de très souriant, avec un bon relationnel et donc que les gens se sentent en confiance naturellement. Ce côté un peu aura que vous pouvez avoir. Et donc, les gens ont ce besoin de venir parler, de venir raconter des choses. Donc c'est tout à fait possible. Il y a encore des choses qu'on n'arrive pas forcément toujours à expliquer. Il faudrait aller au-delà du côté hypersensible, mais là, ça fera l'objet d'un autre webinaire. Mais en tout cas, voilà, c'est tout à fait possible d'attirer les gens. On parle souvent aussi de magnétisme, d'énergie. Donc voilà, c'est des sujets qui sont souvent un petit peu liés. Et qui peuvent effectivement être une raison au fait que vous attirez les gens et que les gens ont envie de se confier à vous. La question est, est-ce que vous êtes suffisamment armé pour recevoir tous ces mots et toutes ces émotions que les gens ont envie de vous confier, pour arriver justement à avancer et à différencier les émotions des autres et les vôtres. C'est ça qui est souvent un petit peu plus dur. On aborde là ici sa deuxième partie, c'est comment on va vivre avec son hypersensibilité parce qu'on voit bien, ça peut être quand même assez difficile, parce qu'on va ressentir forcément toutes les émotions de manière beaucoup plus intense. Ça peut provoquer de la surstimulation émotionnelle. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, tiens, comment je vais vivre mes émotions, quelles sont les techniques que je peux utiliser au quotidien et quelles sont les habitudes un petit peu de vie que je vais pouvoir m'imposer, en tout cas prendre ce que j'appelle moi plus des routines, qui vont me permettre de favoriser un peu mon bien-être émotionnel, parce que le bien-être émotionnel est vraiment important. Donc comment on peut mieux gérer ses émotions et éviter la surstimulation? Quand on est hypersensible et qu'on ressent toutes les émotions beaucoup plus fortes et plus intenses que les autres, eh ben, il va falloir apprendre effectivement à la gérer. Alors déjà, à l'accepter et à mieux la gérer pour que ce soit pas mélangé avec nos émotions. Alors premier conseil que je pourrais vous partager pour mieux gérer ces émotions, c'est prendre conscience déjà des émotions. Et ça, c'est la première base qui est la plus importante. C'est-à-dire que cette première étape pour mieux gérer vos émotions, c'est de prendre conscience de ce que vous êtes en train de ressentir. Donc, c'est apprendre à identifier et apprendre à nommer les émotions. Et ça va déjà vous permettre de mieux les comprendre et de mieux les gérer. Parce que souvent, on se sent euphorique ou on se sent excité ou on se sent triste, mais on n'arrive pas à mettre des mots dessus. On sent l'état, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, là, je suis dans un état euphorique, stressée, anxieuse, et c'est se dire, OK, déjà, je mets des mots dessus. En ce moment, je suis anxieuse. OK. Et derrière, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais ça va être la première chose qui est vraiment importante d'arriver à mettre des mots dessus. Ensuite, alors même si c'est facile à dire et pas forcément toujours facile à faire, idéalement, ce serait d'éviter les situations un peu stressantes. Donc, si on est hypersensible, on a certaines situations qui vont nous stresser peut-être un peu plus que d'autres. L'objectif, encore une fois, c'est d'arriver à en prendre conscience et d'arriver à nommer et à citer les situations qui sont stressantes et d'essayer de trouver des limites autant que possible. C'est-à-dire, si je suis hypersensible au bruit, peut-être que si je vais à une soirée, je vais peut-être porter des bouchons d'oreille. Ou je vais peut-être écouter de la musique pour atténuer les bruits forts. Si je sais, je sais pas moi, on a des personnes qui sont hypersensibles et qui supportent pas le bruit même de la route, et ben dans ces cas-là, on les invite à utiliser les bouchons d'oreille pour justement atténuer et mettre de la musique, alors les bruits blancs ou autre chose, qui les calmerait, qui leur permettrait d'être moins stressés avec ces bruits-là. Donc c'est trouver peut-être une parade, d'une certaine manière, à une situation qui vous stresse, en me disant, OK, qu'est-ce que je pourrais essayer de faire qui pourrait moins me stresser dans cette situation? Si vous savez que vous êtes stressé lorsque, je sais pas moi, vous prenez la route, eh ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour être moins stressé? Est-ce que je dois me mettre une petite musique que je sais que ça me calme, ça m'apaise? Est-ce que je dois faire un peu
Je sais pas, peut-être un peu de méditation avant de prendre la route? Quelles sont les petites routines que je peux essayer de mettre en place pour essayer d'apaiser ce sentiment? Ça va être des choses qu'il va falloir tester, qu'il va falloir essayer. Ça va pas forcément fonctionner du premier coup, mais l'idée, c'est d'arriver à trouver cette routine qui vous permet de mieux vivre cette émotion et de limiter l'impact négatif de cette situation qui va vous stresser. Troisième manière, ça va être de prendre soin de vous. Je sais, ça paraît évident, mais c'est pourtant tellement, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, en fait, mine de rien. Hem, il faut en avoir conscience, on est sursollicité tout le temps, que ce soit, par, les écrans, le travail, les amis, la famille, on est sursollicité. Et ben, un hypersensible a besoin de temps pour lui, pour se ressourcer et pour se reposer. Et du coup, ce n'est pas du temps perdu parce qu'on a souvent cette impression de se dire: «Oui, mais là, pendant, j'ai dû passer» et j'en connais plein qui, des fois, me disent: «Bah, moi, j'ai passé un week-end sur mon canapé, j'ai pas bougé, j'avais juste envie de lire ou d'écouter de la musique ou de ne rien faire, j'avais besoin de me retrouver». Et en fait, souvent, quand on dit à des personnes: «Ah, bah, moi, j'ai rien fait ce week-end, je me suis reposée», on a l'impression de culpabiliser parce que, on n'a rien fait, qu'on n'est pas, sorti, qu'on n'a pas fait une expo, qu'on n'est pas allé voir la famille, qu'on n'a pas mangé le je sais pas moi, le rôti de la belle-mère le dimanche après-midi, alors qu'en fait, pas du tout. Prendre du temps pour se détendre, prendre du temps pour faire, peut-être des activités qui vous apaisent, qui vous reposent. Ça peut être de lire un livre, de prendre un bain chaud, de faire du yoga, peu importe. Prendre du temps pour soi, en fait, c'est la meilleure manière de, bah, prendre soin de soi parce que derrière, vous serez au top de votre forme peut-être pour aider les autres et donc ça aussi, c'est important et je fais souvent le parallèle alors, avec des fois les mères de famille qui ont tendance à vouloir trop en faire et je leur dis: «Mais vous pouvez pas prendre soin des autres tant que vous ne prenez pas soin de vous». Et donc ça, ce temps que vous allez vous accorder, eh ben, il est essentiel pour vous, pour votre santé mentale, pour votre santé émotionnelle et pour être en forme pour vous pour profiter des autres dans le temps imparti que vous aurez décidé de donner aux autres. Et donc ça, c'est vraiment important. J'ai cru voir qu'il y avait un message qui s'affichait, mais non. Donc ça, c'est vraiment des petits éléments qui sont essentiels et donc surtout ne culpabilisez pas à l'idée de prendre du temps pour vous. Apprendre à dire non, pareil, je sais, ce n'est pas facile, mais quand on est sensible et ben, on a souvent tendance à vouloir aider les autres. Ça fait partie de notre nature et même si ça signifie, que vous allez vous mettre peut-être en danger émotionnellement parce que vous allez, bah, vous ajouter du stress, de l'angoisse, de l'anxiété en plus parce que vous savez que vous va falloir faire beaucoup plus de choses en un temps limité et donc apprendre à dire non lorsque vous sentez que vous êtes plus capable de gérer quelque chose, c'est aussi prendre soin de vous. Après, il y a c'est apprendre à dire non, mais aussi de le contextualiser. Alors, souvent, les personnes qui ne savent pas dire non, je leur dis: «Bah, essayez d'apprendre à dire non en petites brides». C'est-à-dire, vous commencez par dire non, d'abord, je sais pas moi, à la boulangère qui vous propose un pain supplémentaire, pour avoir une promo. C'est un non qui est pas trop difficile et donc ça, vous pouvez commencer crescendo à lui dire: «Non merci, c'est bon, une seule baguette me suffit». OK et donc plus vous allez vous habituer à faire des petits non, plus le jour où vous allez arriver à faire un non un peu plus important, ce sera facile. Et puis, bah, le non que vous allez dire, quand je dis un peu le côté contextuel, l'idée, c'est de se dire: «OK, bah, là, non, je ne suis pas disponible pour t'aider pour faire telle chose. Par contre, en fonction de mon agenda et de mon emploi du temps, je peux t'aider potentiellement à partir de telle date, de telle heure, pour travailler avec toi et pour t'aider à t'organiser de faire en fonction de votre emploi du temps, de vos priorités, de votre santé mentale pour pouvoir aider tout le monde». Et ne vous inquiétez pas, les gens ne vous en voudront pas si vous ne pouvez pas tous les aider. Il y a toujours ce côté culpabilisant, hein, que les gens peuvent avoir quand ils n'aident pas. Qu'est-ce qu'on me dit? Concernant la santé mentale, personnellement, je me gère bien mieux depuis que je n'ai plus de TV ni de réseaux sociaux numériques. C'est sûr que ça peut aider, ça, c'est certain. Être hypersensible est compliqué face à la sursaturation d'informations globales. Oui et effectivement, souvent triste parce que sinon, ce serait pas drôle. Mais oui, les réseaux sociaux, la télé, c'est pas parce que encore une fois, même à travers un écran, vous récupérez les émotions qui sont diffusées. Donc si vous regardez les journaux télé où il se passe toutes les pires catastrophes du monde, vous allez ressentir cette émotion forte en vous et donc forcément ça va vous déstabiliser. Donc oui, regardez plutôt les feuilletons de Noël au besoin, ça vous fera du bien. De l'amour, des gens heureux, des gens qui s'aiment et qui se font des cadeaux.
De temps en temps, il ne faut pas hésiter, hein. Trouvez le petit truc qui vous aide à vous recanaliser et à vous recentrer sur vous. Pour certaines personnes, c'est du calme, de la lecture, simplement de se mettre au soleil et de sentir le soleil sur soi, ça peut suffire des fois. L'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver ce qui va vous convenir. Mais oui, je ne peux que vous recommander de vous éloigner un peu des écrans, forcément. Et enfin, pratiquer la méditation ou la pleine conscience. C'est des techniques de relaxation qui peuvent vraiment aider les personnes sensibles à mieux gérer leurs émotions. Ça va encore une fois vous permettre de vous recentrer vraiment sur l'instant présent. Ça va vous libérer de toutes les pensées négatives et de tout ce que vous avez pu voir autour de la journée. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire plusieurs fois par jour. Vous avez plein de petites vidéos qui sont très bien faites sur la méditation de pleine conscience sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à trouver aussi la voix qui va vous résonner en vous, parce que ce n'est pas toujours évident. Et donc, d'arriver à se trouver ces petits moments, que ce soit 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes, ou avant de démarrer la journée, ou pour terminer la journée, pour vraiment prendre du temps pour vous et encore une fois, vous faire du bien. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont essentielles. Mais je sais qu'ils ne sont pas forcément toujours faciles. Donc, moi, je suis très adepte de la méthode des petits pas, avancer petit pas par petit pas pour arriver à mieux gérer vos émotions. Vous n'arriverez pas forcément à tout faire dans cette liste en une seule fois. Et c'est tout à fait normal, encore une fois. Il faut y aller étape par étape. Il y a aussi des petites techniques de régulation émotionnelle qui peuvent être intéressantes, qui peuvent vous aider, encore une fois, à mieux gérer l'ensemble de vos émotions. On a la respiration profonde. C'est une technique assez simple et qui est assez efficace aussi pour réguler un peu son état émotionnel. Donc, il suffit juste de prendre quelques minutes où vous vous concentrez sur votre respiration. Vous respirez, vous expirez profondément. Donc, on respire par le nez et on expire lentement par la bouche. Vous pouvez le faire très facilement. Et juste ça, ça permet de vous apaiser. Si vous sentez que vous êtes peut-être dans une pièce, imaginons même si vous êtes avant une réunion, vous êtes ultra stressé parce que vous sentez que dans cette réunion, il y a un enjeu qui est important, donc vous sentez un peu l'angoisse monter en vous, et bien déjà la respiration profonde, ça peut vous aider. Et avant une réunion, je fais le lien tout de suite avec la visualisation positive qui va aussi vous aider. C'est-à-dire, c'est imaginer uniquement des scénarios positifs pour se concentrer uniquement sur les aspects agréables de ce qui va se passer. Typiquement, avant cette fameuse réunion, vous allez vous imaginer faire cette réunion, rencontrer des gens souriants, faire en sorte que la lumière soit de la bonne couleur, justement, que ce ne soit pas trop fort pour vous, qu'il ne fasse ni trop chaud ni trop froid dans la pièce, que votre présentation se passe impeccablement, que les gens vous posent des questions, que tout le monde soit heureux, que tout le monde vous applaudisse à la fin et qu'en fait, tout va bien se passer. Et donc, la respiration profonde avant de faire justement cette réunion et la visualisation positive vont vous aider à baisser votre niveau de stress et votre niveau d'angoisse. Et donc ça fonctionne pour tout, hein, que ce soit pour des réunions ou d'autres choses. Voilà, on me parle de l'application Respi Relax. Voilà, pour faire de la respiration profonde, il en existe certainement plein qui vous aident tout simplement à suivre. Alors moi, j'en connaissais une où il fallait suivre les cercles pour respirer en rythme en fonction des cercles et pour s'obliger à respirer lentement. Et d'ailleurs, le fait de faire de la respiration profonde, ça va aussi vous aider à mieux vous endormir. Si jamais vous êtes un peu stressé ou angoissé avant de vous endormir, faites de la respiration profonde, vous allez voir que le sommeil va arriver beaucoup plus vite. La méditation, comme j'en ai parlé, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne bien et l'objectif, c'est vraiment de se recentrer sur l'instant présent et donc d'aller rechercher le calme dans son esprit quand on va faire de la méditation. L'autocompassion, c'est aussi l'idée de se traiter soi-même avec bienveillance. Donc, quand je disais de ne pas culpabiliser, c'est de reconnaître qu'on peut être des fois confronté à plein de difficultés émotionnelles et du coup, de ne pas chercher à se critiquer. C'est vraiment la chose ultra importante et qui, encore une fois, je sais, pas toujours évidente. Et donc, en fait, quand on pratique de l'autocompassion, l'autogratitude, hein, d'une certaine manière, ça va permettre de renforcer vos pensées positives en vous et éloigner toutes ces pensées négatives que vous pourriez avoir. Et le fait de travailler vos pensées positives, c'est aussi essentiel
parce que plus vous allez travailler vos pensées positives, plus vous allez les verbaliser, plus vous allez les verbaliser, plus vous allez vous mettre en action pour aller vers ces pensées positives, et plus elles vont renforcer du coup les idées que vous aviez dans la tête. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Et il se passe la même chose malheureusement avec les pensées négatives. Si vous avez des pensées négatives, vous allez verbaliser vos pensées négatives. Du coup, vous n'allez pas trop vous mettre en action par rapport à ces pensées négatives, et ça ne va pas aboutir à des résultats, et du coup, ça va renforcer l'idée négative que vous avez en vous. Donc ça, c'est moi, je donne souvent aux étudiants l'idée des post-it. Mettez-vous des compliments, mettez-vous des jolies phrases un peu partout dans votre maison, dans votre frigo, dans votre porte d'entrée, dans votre placard. Dès que vous ouvrez un tiroir, vous lisez un compliment sur un post-it, et ben ça aide à renforcer ce côté positif et cette confiance en vous que vous devez absolument avoir. C'est vraiment important, la confiance en soi à avoir. Et donc ça, c'est des petites choses comme le fait de démarrer la journée avec des compliments, de la terminer aussi avec des compliments, de commencer la journée en se demandant pourquoi la journée va être une bonne journée, et de terminer la journée en se posant la question en disant pourquoi la journée a été une bonne journée. Et donc de toujours travailler que le côté positif, en tout cas le plus possible. C'est ce qui va vraiment vous permettre de mieux gérer vos émotions, de vivre l'instant présent, et de travailler votre santé, qu'on disait, émotionnelle. Et puis l'expression créative, on a des personnes, on voit quand on est sensible, le côté un peu artistique, soit musical, de l'écriture, peu importe, ça peut aussi vous aider à exprimer vos émotions. Alors, on a des personnes qui vont aimer, vous savez, les dessins, les mandalas où il faut colorier. Il y en a qui aiment la peinture, il y en a qui aiment la musique. Donc, peut-être que vous êtes un artiste et que vous allez être capable de nous créer une petite musique. Peut-être que simplement, vous allez aimer dessiner. À voir, observer, hein, peut-être que pendant les réunions, de vous-même, vous êtes en train de dessiner sur vos feuilles. C'est possible, et ça peut être un signe de créativité, et ça peut être un moyen aussi de vous recentrer sur vous et de vous reposer. Peut-être que vous allez vous mettre à la poterie, que sais-je, au macramé, à ce que vous voulez, mais trouver l'activité en tout cas qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de profiter de l'instant présent et de reposer votre cerveau. Encore une fois, on est aussi sur comment je peux reposer mon cerveau et mieux gérer toutes les émotions à travers la créativité que je pourrais avoir. Après, il y a les petites habitudes de vie qu'on peut prendre aussi, qui peuvent vous aider à mieux gérer un petit peu le quotidien. Donc, prendre soin de son sommeil, ça, je sais, vous l'avez tous déjà entendu. Mais souvent, quand on est sensible, on a besoin de plus de sommeil pour récupérer. Et donc ça, c'est aussi important parce qu'on a tellement de surstimulation émotionnelle dans la journée que le cerveau a besoin de temps pour récupérer. Et donc ça, c'est vraiment important de travailler son rythme de sommeil et de s'assurer que vous dormez suffisamment. Pareil, vous avez des petites applications qui existent là-dessus pour savoir combien de temps vous dormez et si c'est suffisant ou pas. Bon, vous connaissez tous le côté pratiquer une activité physique. C'est un excellent moyen de réduire le stress et l'anxiété. Ça peut vraiment vous aider à libérer justement vos endorphines, donc tout ce qui est hormones et de la sensation du bien-être. Et donc, plus vous allez faire ça, et mieux vous allez vous porter. Se nourrir sainement, un peu dans la même veine, j'ai envie de dire. On va plutôt préférer les éléments riches en nutriments, et on va limiter plutôt tout ce qui est riche en sucre. La pratique de la méditation ou du yoga, ça peut être des techniques de relaxation qui peuvent vous aider vraiment à calmer votre esprit et à réduire votre stress. Établir des limites claires, encore une fois, c'est cette capacité à dire non, cette capacité à savoir jusqu'où vous pouvez aller, donc cette capacité aussi à écouter votre corps, parce que votre corps vous envoie souvent des signaux pour vous dire quand vous êtes vraiment au bout du bout, le mal au dos, les épaules lourdes, il peut y avoir plein d'éléments. Si vous tombez malade à répétition, ça peut être un signe aussi de votre corps qui vous dit stop, j'en ai marre, j'ai besoin de me fatiguer, enfin j'ai besoin de me reposer. Et donc ça, c'est aussi important de se poser des limites et d'arriver à les communiquer clairement aux personnes qui vivent avec vous pour arriver à vous préserver et arriver à les respecter. Pas toutes se poser des limites, il faut les respecter aussi. Et encore une fois, prendre du temps pour soi. Ne culpabilisez pas à l'idée de vous ressourcer, de vous reconnecter à vous, parce que ça, c'est vraiment important de vous accorder du temps pour les choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir et qui vont vous permettre d'aller mieux de jour en jour. Ça, c'est inestimable, ce genre de choses. Troisième partie, c'est l'hypersensibilité dans les relations. Parce que forcément, quand on est hypersensible, ça a un impact significatif sur les relations personnelles et professionnelles. Parce que
quand on est hypersensible, on a souvent besoin, en tout cas, on apprécie d'avoir des relations, on va dire, profondes, comment je veux dire? Un peu plus sérieuses que la moyenne. C'est-à-dire qu'on aime les choses qui sont riches, et donc on aime creuser aussi quand on est avec les gens et donc l'idée, c'est aussi de se poser des questions par rapport à ça, parce que ça peut aussi, rendre les relations difficiles. Parce que quand on est hypersensible et ben, on est aussi susceptible de se sentir blessé ou surstimulé par les interactions avec les autres. Donc ça, c'est vraiment le côté le yin et le yang qui vont ensemble, hein. Et là, on va essayer justement d'explorer un peu ce côté hypersensible et comment ça peut affecter les relations et quelles sont les stratégies qu'on a aussi pour communiquer avec les autres et communiquer avec une personne hypersensible. Donc, comment l'hypersensibilité peut affecter les relations personnelles et professionnelles, parce que ça va forcément ensemble. Donc, on l'a vu, hein, les personnes qui sont hypersensibles, elles ont tendance donc à ressentir les émotions de manière beaucoup plus intense. On l'a vu, que ce soit comme elles sont sensibles à tous les signaux non verbaux, ça va forcément jouer sur elles. Donc, dans les relations personnelles, ça peut entraîner aussi des difficultés à communiquer avec les autres. Parce que comme on est hypersensible, on va avoir du mal à exprimer les besoins. On va avoir du mal à exprimer nos émotions. Parce que c'est aussi quelque chose, comme on n'a pas été formé à ça, on n'a pas été habitué depuis notre enfance à exprimer nos émotions, bah, du coup, dans notre vie personnelle, on ne va pas trop en parler. Ça va aussi générer des difficultés pour arriver à poser des limites. Parce que comme on est empathique, on a envie de prendre en compte davantage les besoins de l'autre par rapport aux nôtres. Donc on peut très vite se laisser déborder dans la vie personnelle. Et pareil, dans la vie professionnelle, eh ben, on va rencontrer forcément plein de défis parce que bah, la personne qui est hypersensible, elle peut très facilement être surchargée de travail parce qu'elle n'arrive pas à dire non, elle a tout le temps envie d'aider les autres. Donc, elle va se sentir, elle va peut-être travailler aussi dans un environnement qui va être bruyant, qui va être stressant. Elle peut également avoir du mal à prendre des décisions ou à gérer des conflits parce que justement, il y a trop de sensibilité émotionnelle dans l'environnement dans lequel elle est. Donc, tout ça, ça peut être très compliqué. Donc, ça peut générer effectivement des difficultés à communiquer, des difficultés à établir des limites, une surcharge de travail, du stress, le fait de ne pas arriver à prendre des décisions, à gérer des conflits. Tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver assez naturellement. On a beau être hypersensible, et ben, à un moment donné, face à tout ça, si on ne sait pas l'accepter et le gérer, ça peut être très difficile. Donc, les stratégies pour arriver à bien communiquer avec une personne qui est hypersensible, c'est déjà être conscient de son propre langage corporel. Une personne qui est hypersensible, elle est souvent très attentive aux signaux non verbaux. N'oubliez pas, elle observe énormément, elle a ce petit côté intuitif. Donc, quand vous allez parler à une personne hypersensible, évitez de croiser les bras ou, je sais pas moi, de rouler les yeux ou de soupirer, parce que tout ça, pour la personne hypersensible, ce sont des signes et qu'elle peut interpréter comme une critique, comme une désapprobation. Elle va se dire: «Oh, il y a quelque chose qui ne va pas». À chaque fois, elle est dans l'observation, la personne hypersensible. Donc, elle va à chaque fois avoir cette impression que ah, quelque chose ne va pas. Alors ça, c'est forcément, encore une fois, c'est possible si la personne hypersensible a communiqué au sein de son équipe ou au sein de sa famille qu'elle est hypersensible. Comme ça, la personne peut faire attention à ce genre de choses. Si vous êtes avec une personne hypersensible, privilégiez une communication qui va être claire et directe. Pourquoi? Parce que des fois, la personne hypersensible, elle va avoir du mal à saisir des fois les sous-entendus ou les messages implicites. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'être tout de suite clair. Les sous-entendus, les blagues au 10e degré, elle ne va pas comprendre. Ou parce que derrière, elle va peut-être faire, elle, plein d'interprétations. Alors qu'en fait, que si on lui dit simplement les choses clairement et simplement, ce sera beaucoup plus facile pour elle de mettre en application derrière. Donc forcément, on évite les critiques et les jugements. On l'a bien compris que les personnes hypersensibles prennent tout ça très à cœur et peuvent très vite être blessées. Donc l'objectif, c'est d'exprimer, si vous avez, je sais pas moi, une remarque à faire à une personne hypersensible, on va exprimer ses préoccupations ou son désaccord, mais de manière constructive. Donc pour ça, c'est d'utiliser beaucoup la communication non violente, la CNV, qui va permettre d'exprimer vos émotions simplement en parlant des faits, sans chercher à juger et en demandant à l'autre comment elle interprète, comment elle voit les choses par la suite. Et donc, on va chercher un consensus d'une certaine manière avec la CNV, mais déjà en restant très factuel. Donc, ça va
ça rejoint justement la communication claire et directe, donc quelque chose de très factuel, où vous-même, vous exprimez vos émotions. C'est ce qui va vraiment aider une personne hypersensible à pouvoir communiquer avec vous. L'écoute active, j'ai envie de dire, ça devrait être automatique pour tout le monde. Une personne qui est hypersensible, elle a besoin de se sentir entendue, elle a besoin de se sentir comprise. Et donc, le fait d'être en capacité de l'écouter, c'est aussi être en capacité de lui poser des questions. C'est aussi en capacité de reformuler ce qu'elle a dit pour clarifier, pour éviter des incompréhensions, justement des remarques qu'on pourrait avoir par la suite. L'objectif, c'est quand vous allez échanger et discuter avec une personne qui est hypersensible, c'est de la rassurer et de lui montrer que vous avez compris ce qu'elle avait voulu dire et que vous l'avez bien compris et qu'ensemble, vous allez trouver une solution. L'objectif, c'est de ne pas tout de suite lui donner la solution, parce que ce n'est pas forcément ça qu'elle attend de vous, la personne hypersensible, mais simplement d'attendre une approbation, de dire, OK, j'ai compris ton besoin, j'ai compris ta problématique, et c'est ensemble qu'on va aller décortiquer ça pour trouver quelle est la solution idéale. Respecter enfin les limites et les besoins de l'autre, c'est aussi important. Les personnes qui sont sensibles, elles ont aussi besoin donc, de plus de temps et plus d'espace pour traiter leurs propres émotions. Donc, c'est aussi important de respecter ces limites. Elles ont tous besoin un peu de leur espace. Alors, moi, j'appelle ça des fois c'est la petite cabane interne, de se dire, tiens, quand on essaye de se recentrer sur soi, on va dans sa cabane interne. Et pour certaines personnes, il y a besoin de 5 minutes et pour d'autres, il y a besoin de 20 minutes. Et c'est pas grave, on prend le temps nécessaire pour justement se recentrer sur soi. Et on évite en tout cas d'oppresser l'autre pour essayer d'avoir des réponses le plus vite possible. Donc ça, c'est vraiment des petites choses. Si vous avez un ami ou une amie qui est hypersensible, et qui vous semble sur la défensive, pourquoi pas, ou qui vous semble contrarié, c'est cette manière, en tout cas, que vous allez pouvoir l'aider au quotidien à mieux gérer ses sentiments grâce à ce genre de communication. Comment on va établir également des limites saines, parce que c'est important d'établir des limites saines pour préserver donc son bien-être émotionnel. Donc, apprendre à dire non, comme on a vu. Si vous vous sentez submergé par des demandes, si vous vous sentez submergé par des obligations familiales, professionnelles ou autres, apprendre à dire non de manière, alors toujours le côté respectueux, c'est important, ça va être important de reconnaître encore une fois vos limites, de ne pas vous engager à faire quelque chose qui pourrait vous causer du stress et de l'anxiété. Encore une fois, prendre du temps pour vous, apprendre à être entre guillemets égoïste, c'est aussi vous permettre d'avoir de meilleures relations avec les autres. Et donc, c'est aussi apprendre à se respecter pour pouvoir mieux profiter des autres. D'éviter les situations qui vous mettent mal à l'aise. Si vous savez qu'une situation ou une personne, ça peut être aussi des personnes, qui déclenchent votre anxiété ou votre stress, va falloir éviter cette situation ou cette personne, très clairement. Si vous êtes hypersensible au bruit, encore une fois, c'est de choisir de travailler dans un environnement calme ou de travailler avec des bouchons d'oreilles pour réduire le bruit. Et si vous savez que c'est une personne qui vous stresse, c'est déjà de comprendre pourquoi cette personne vous stresse. Est-ce que c'est dans son attitude, dans son vocabulaire, dans sa posture, dans sa manière d'être, ça peut être plein de choses, et d'essayer de l'analyser et derrière de dire OK, quand je vois cette personne, une technique par exemple, c'est de se dire si vous êtes obligé d'être avec elle, c'est de penser à autre chose. C'est-à-dire que vous êtes dans la même pièce avec elle, vous êtes en réunion avec elle, ou c'est repas de famille avec cette personne que vous n'aimez pas, en tout cas qui vous stresse, c'est de se dire pendant que cette personne parle ou fait quelque chose, moi je suis en train de penser à autre chose. Je parlais tout à l'heure de la cabane interne qui vous aide à vous recentrer. Pendant que vous êtes avec cette personne qui vous angoisse, retournez discrètement dans votre cabane interne pour vous focaliser sur des choses qui sont positives dans votre cabane interne et essayer de faire abstraction de cette personne qui potentiellement ne vous veut pas du bien. Donc ça peut être vraiment des techniques pour gérer son stress. Et fixez-vous donc des limites de temps pour les interactions sociales. Si vous savez que quand vous sortez au bout de 2 heures, vous avez absolument besoin d'être au calme. Tout à l'heure, dans le chat, des personnes me disaient oui, moi en soirée, à un moment donné, j'ai besoin de m'isoler. Si vous savez que c'est par exemple à chaque soirée, au bout de 2 heures, au bout de 3 heures, vous avez ce besoin de vous isoler, simplement acceptez-le
Et donc, c'est de se dire, bah tiens, je me motive à sortir et à aller rencontrer les gens, mais je sais qu'au bout de 2 heures ou au bout de 3 heures, ça sert à rien que je m'oblige à rester à ces soirées parce que de toute manière, ça va m'épuiser. Et donc, bah, je vais voir mes amis, mais je sais que j'en profite maximum pendant 2 heures. Et que à la fin, alors on peut prétexter qu'on a un autre rendez-vous, qu'on a autre chose à faire, et on s'en va de la soirée et ça nous permet de nous recentrer. Et comme ça, on ne blesse personne. C'est-à-dire qu'on est capable d'être avec les gens quand tout va bien. Et quand on sait que c'est à ce moment-là qu'on a besoin de s'isoler, et ben hop, on repart, tout simplement pour un peu recharger nos batteries émotionnelles. Et donc ça, c'est juste une terme d'organisation que vous pouvez faire en interne en disant, bah, OK, je sais que je peux sortir facilement. Que me dit Jean-François? Hypersensible face à un manager toxique, que faire? Je dirais bien fuir, mais c'est de base, fuir pour tout le monde. Mais effectivement, un hypersensible face, à un manager toxique, ça va être très compliqué. Alors, c'est déjà une personne qui doit être capable de comprendre ses émotions et les émotions des autres. Et donc, ça va être après, c'est comment manager un manager toxique. Donc, c'est comment le rééduquer d'une certaine manière. Là, je dirais, un hypersensible face à un manager toxique, c'est beaucoup se réfugier dans sa fameuse cabane interne, pour ne pas se sentir, opprimé et oppressé par ce manager toxique. C'est d'aller en parler très vite à quelqu'un, de pas rester seul, donc de communiquer sur ses émotions et sur ce que l'on vit avec ce manager toxique, parce que ça va au-delà des émotions, hein, ça c'est aussi des fois une attitude, le manager toxique. Donc c'est d'en communiquer, de ne pas rester seul. Peut-être de le mettre par écrit, c'est-à-dire, alors vous pouvez écrire au RH, au syndicat, mais aussi peut-être écrire à vous dans un petit, livre, personnel que vous pouvez écrire pour, en fait, c'est pour libérer l'esprit et le jeter, par écrit. Ça peut être une technique. Mais en tout cas, oui, c'est de ne pas rester seul et de fuir très vite, très, très vite, très, très, très vite. Comment faire comprendre aux collègues que manger seul, ce n'est pas contre eux, c'est juste essentiel pour nous, pour, bien se recharger. Oui, tout à fait. En plus, sur TikTok, j'ai vu plein de vidéos comme ça où on a énormément de jeunes, notamment des jeunes de plus en plus qui aiment manger seuls le midi. Là où avant, dans les anciennes générations, d'une certaine manière, on aimait bien le côté collectif. Mais en fait, c'est vrai que le temps de midi, il y a rien qui nous oblige à rester avec nos collègues. Et donc, en fait, au début, on peut trouver un petit subterfuge où on va dire aux collègues, bon, ben là, ah ben moi, ce midi, je reste dans mon bureau, j'ai envie d'écouter un podcast ou j'ai envie de lire un bouquin. M'attendez pas pour aller à la cantine. Donc, on va trouver des petites excuses régulièrement pour ne pas être avec les collègues. Et puis, ben, un jour, on va simplement leur expliquer aussi ce qu'est l'hypersensibilité. Dire, ben voilà, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est le fait que je suis une personne hypersensible. Et en fait, ben, comme on a beaucoup d'interactions dans la journée, j'ai besoin d'un temps pour moi pour pouvoir être au top de ma forme. Vous adorez bosser avec moi, vous avez envie que ça continue. Donc, en fait, ce petit temps pour moi que j'ai besoin, c'est notamment sur l'heure de midi. Donc, ne soyez pas fâchés ou vexés si je ne mange pas avec vous le midi, mais c'est juste que j'ai besoin de me reposer et de me vider la tête pendant ce temps-là. Donc, simplement en expliquant les choses, les gens vont comprendre. Et s'ils ne le comprennent pas, j'ai envie de dire tant pis pour eux. Mais oui, effectivement, de base, le midi, on fait ce qu'on veut en fait. Vous pourriez très bien, vous avez peut-être des collègues qui partent faire du sport sur l'heure de midi, du coup, ils ne mangent pas avec les autres. Vous pourriez très bien rentrer chez vous parce que vous habitez à côté du bureau et donc vous ne seriez pas en train de manger avec les collègues. Donc, en soi, il n'y a pas de raison d'expliquer. Mais comme les gens effectivement peuvent ne pas comprendre, ah, tu veux pas manger avec nous, mais pourquoi? Et pour éviter les cancans à la cantine, après on peut l'expliquer ou on peut trouver des petites excuses à gauche à droite pour dire pourquoi on va pas manger à la cantine ou pourquoi on mange pas avec les collègues. Mais faut pas, en tout cas, faut vraiment pas hésiter à mettre des mots, encore une fois, sur vos émotions. En fait, ce qui cause des problèmes souvent d'entreprise, c'est parce que les choses ne sont pas dites. Elles ne sont pas dites clairement. Toujours avec les techniques un peu de la CNV qui permettent de vraiment de dire les choses factuellement en disant: voilà, moi, ce que je ressens le midi, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de me ressourcer, donc j'ai besoin de manger seule. Je vous adore et c'est justement parce que j'ai envie de continuer à vous adorer que j'ai besoin de manger seule le midi. Voilà, c'est simplement d'arriver à exprimer les choses. Et souvent, si on a du mal à les exprimer, c'est que justement, on culpabilise à l'idée de dire aux autres qu'on va manger seul et qu'on craint
la réaction des autres. C'est-à-dire qu'on s'inquiète de savoir comment les autres vont réagir si on leur dit qu'on a envie de manger seul. Alors qu'en fait, si on leur explique très simplement, expliquez-leur comme si c'était des enfants de 5 ans, parce que dans ces cas-là, on utilise un vocabulaire qui est beaucoup plus simple, et ben en fait, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus faciles. C'est pour ça qu'il y a autant de secrets dans les familles, c'est parce qu'on n'arrive pas à se dire les choses. Hop, où j'en étais? Donc se fixer des limites de temps pour les interactions sociales, donc voilà, pas hésiter à limiter ça et éviter les surcharges émotionnelles. Comme vous êtes comme, une personne hypersensible à ressentir les émotions de manière beaucoup plus intense et ben, limiter, vos expositions comme on disait tout à l'heure, pas de télé, pas de réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Si vous savez qu'il y a des événements qui vont vous stresser, et ben, n'y allez pas et pendant ce temps-là, mettez-vous au yoga, à la méditation, à ce que vous voulez, à la poterie, et préférez ces temps-là pour des temps pour vous ressourcer, pour faire du bien, encore une fois, à votre santé mentale. Et ça va vraiment être important, d'arriver à le faire, encore une fois, sans culpabiliser. Dites-vous simplement que c'est quelque chose pour votre survie, pour vous permettre de profiter de tout le monde et surtout de profiter de vous au maximum. Dilemme, me dit Marie, l'hypersensible doit-il s'entourer de personnes qui lui ressemblent ou au contraire chercher à sortir de sa zone de confort? Alors ça, j'ai envie de dire, c'est propre à chacun. Hem, Entourez-vous des personnes qui vous font du bien déjà de base. C'est déjà un exercice pas facile en soi, mais déjà s'entourer de personnes qui vous font du bien, des personnes qui vous font grandir, des personnes qui vous aident à réfléchir, des personnes qui vous tirent vers le haut, ce sera déjà énorme. Donc que ce soit des personnes qui soient elles-mêmes hypersensibles ou des personnes qui vous sortent de votre zone de confort, si c'est quelque chose qui vous fait du bien, pourquoi pas? Mais c'est à vous de savoir, voilà, qu'est-ce qui vous fait du bien et quelles sont les personnes qui vont vous faire du bien. C'est peut-être voilà, c'est un petit questionnement à se faire, pour, savoir avec qui on a envie d'être. N'allez pas vers des personnes, où vous dites: «Ah bah tiens, il faut que je m'oblige à sortir de ma zone de confort». Non, il y a pas d'obligation à, il y a juste l'obligation à être avec des personnes qui vous font du bien. C'est vraiment c'est comme ça que je répondrai à votre dilemme du coup, Marie. J'ai fait une réponse de Normand, non? C'est pas Non, bien non, ça? impeccable. Ça me va bien. 4e partie, je regarde l'heure, j'ai pas regardé l'heure, ça va. Transformer son hypersensibilité en force, parce que ça aussi, c'est ultra important, parce que on va du coup voir ensemble donc les avantages dans votre vie perso et pro, comment utiliser cette hypersensibilité pour développer des compétences et des talents et les outils un peu pour renforcer votre confiance en vous, parce que ça encore, c'est aussi très, très important, c'est essentiel. Les avantages de l'hypersensibilité, donc en fait, ce qu'on remarque très souvent, c'est que les personnes donc qui sont hypersensibles ont cette capacité, accrue, très développée donc de ressentir les émotions des autres. OK. Elles ont aussi cette capacité à percevoir les petites choses un peu plus subtiles de l'environnement, qui les entoure et donc elles ont ce côté très empathique. Ça va du coup leur permettre de créer des liens forts avec les autres. C'est-à-dire typiquement une personne, hypersensible, elle a cette capacité, je sais pas moi, à se rappeler les dates d'anniversaire de tout le monde, à se rappeler, justement ce que la personne adore manger, ou les allergies des uns et des autres. Il suffit d'une fois qu'on ait dit: «Ah bah oui, moi j'adorerais faire ça», pour que la personne s'en souvienne et le ressorte et nous l'offre peut-être à un moment donné. Donc ça, c'est ce côté très hypersensible et donc ça, c'est vraiment un avantage. On l'a vu, le fait de mieux comprendre les besoins et les émotions des autres, comme vous avez ce côté un peu, je vais presque dire une capacité innée, en tout cas cette intuition, ça va vous permettre très clairement, de pouvoir accompagner, manager, conseiller les personnes qui vous entourent, d'un point de vue perso comme pro, hein. Et ça, c'est vraiment parce que vous avez ce souci du détail et cette capacité à tout, à, mmh à tout remettre ensemble, c'est-à-dire tous les éléments disparates qu'on a pu vous donner dans notre vie, et ben vous allez arriver à créer quelque chose d'homogène, et vous allez avoir presque une vision beaucoup plus pointue que n'importe qui d'autre. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup dans les coachs aussi, hein, dans pas mal de coachs, des personnes qui sont hypersensibles. Parce qu'elles ont cette capacité à avoir cette vision que la personne qui vient n'a pas nécessairement, pardon.
Résoudre plus facilement les problèmes complexes, notamment grâce à cette vision, et créativité et capacité à innover, comme on a vu tout à l'heure, effectivement, c'est cette capacité à trouver des idées, à trouver des solutions et pour embarquer tout le monde. Donc ça, typiquement, c'est des qualités que vous pouvez, j'ai envie de dire, quand on est hypersensible, c'est des qualités que l'on peut travailler et qu'on peut surtout mettre en avant. Je sais pas moi, si j'ai des personnes hypersensibles qui cherchent du travail, et ben, pouvoir valoriser cette créativité, cette capacité à résoudre des problèmes, cette capacité à comprendre les besoins des gens, à les embarquer, à les motiver. Ça, typiquement, c'est une personne hypersensible. Dès lors qu'elle est à l'aise, elle, avec ses émotions, qu'elle sait aussi se trouver du temps pour elle, qu'elle a fait tout le travail au préalable, bah, du coup, elle va être en capacité à vraiment embarquer les équipes avec elle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort et qui est un bel atout pour une personne hypersensible. D'un point de vue personnel, bah, typiquement, c'est aussi une personne qui va être capable de réunir une famille, qui d'ailleurs tient beaucoup souvent à réunir la famille, à créer ce cocon familial, donc prendre soin des uns et des autres pour que bah, cette unité familiale perdure. Donc ça, on va aussi beaucoup le ressentir chez les hypersensibles, qui paradoxalement vont aussi beaucoup culpabiliser si jamais ils n'y arrivent pas. Et encore une fois, travailler ce cocon familial, c'est pas quelque chose qui est facile. Et souvent, on a cet hypersensible, on le voit un peu euh, en difficulté à vouloir réunir la famille et à vouloir éviter les tensions. Et donc, c'est comment on arrive à se dire les choses dans la famille pour éviter les tensions et faire en sorte qu'on se retrouve. Voilà. Il y a cette dualité qui est très difficile aussi d'un point de vue personnel pour un hypersensible, qui est plus difficile d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel, parce que d'un point de vue professionnel, on peut arriver à créer de la distance par rapport aux personnes ou à l'environnement, parce que d'un point de vue pro, ça ne nous touche pas, enfin, ça nous touche un petit peu moins, on va dire, mais d'un point de vue perso, forcément, ça touche à la famille, ça touche à notre constitution, à ce qu'on est, à notre éducation. Et donc là, les émotions sont beaucoup plus décuplées, et donc c'est beaucoup plus difficile. Comment on peut utiliser son hypersensibilité pour développer des compétences et des talents? Bah, notamment l'empathie. On sait qu'une personne qui est hypersensible, eh ben, elle va avoir cette capacité naturelle à comprendre les émotions des autres, et donc ça peut justement lui permettre d'aller vers des professions qui impliquent des interactions sociales. Ça peut être des professions liées à la santé, les métiers de la communication, parce que justement, comme on va comprendre le besoin de l'autre, eh ben, on peut, plus facilement se mettre à sa place et donc créer des choses pour elle. Sur la partie créativité, bah, la personne hypersensible, comme elle a cette capacité à imaginer et qu'elle a en plus cette sensibilité artistique, et ben, elle peut du coup aller vers des métiers autour de l'écriture, de la peinture, de la musique. Ça peut être un environnement, hein, c'est pas forcément les métiers, mais ça peut être aussi l'environnement de travail, le secteur d'activité. Et donc, on peut les retrouver assez facilement aussi dans ces secteurs. La capacité à résoudre des problèmes, comme elles ont ce côté intuitif pour résoudre plus facilement les problèmes, eh ben, on va les retrouver à la fois sur des métiers qui demandent de la créativité, mais aussi cette capacité à résoudre des problèmes complexes. Donc, on peut les retrouver aussi dans des métiers dédiés à la finance, à l'audit, au management de projet. On peut aussi les retrouver là-dedans. Et la résilience, parce que c'est aussi important pour les personnes hypersensibles qui sont confrontées justement à tous ces défis émotionnels, de développer aussi une résilience et cette capacité à rebondir face aux difficultés. Et ça, on va le remarquer souvent dans les parcours de vie de la personne. C'est qu'une personne hypersensible, elle a cette capacité à rebondir et à ne pas se laisser dépasser par les événements. Et elle a aussi cette capacité, comme elle a cette capacité à créer du lien, et ben en fait, on a l'impression que les opportunités lui viennent naturellement. En gros: «Ah non, mais toi, tu as jamais eu de difficultés dans ta carrière, tu as tout le temps des gens qui te proposent du boulot». Mais en fait, ça, c'est parce que le côté hypersensible permet de créer du lien et permet justement, de rebondir très facilement face à des difficultés. Je sais pas, imaginons, ça ne va pas au travail, grâce à mes relations, j'arrive à en parler, et donc naturellement, comme j'ai ce pouvoir d'attraction des gens, et ben, naturellement, j'ai des propositions, des opportunités qui vont arriver. Donc ça, on va aussi le voir très facilement dans les parcours de personnes hypersensibles. Donc c'est ce qui est aussi, pour le coup, passionnant, parce qu'une personne hypersensible qui arrive à utiliser ça de manière constructive,
elle va pouvoir transformer un peu sa sensibilité en force et en faire un vrai avantage tant pour sa vie personnelle ou professionnelle. Après, on a plein de petits outils, comme on a déjà un petit peu vu, pour renforcer donc la confiance en soi qui est essentielle. Encore une fois, ce que l'on veut, c'est éviter vraiment le côté auto-sabotage, de l'hypersensible, parce que lorsqu'on manque et ça, c'est hypersensible ou pas, mais lorsqu'on manque de confiance en soi, c'est facile de se laisser, submerger par les émotions, de se laisser influencer par les opinions des autres et ça, c'est vraiment, ça va générer encore plus ce sentiment d'isolement, ce besoin en tout cas d'isolement que la personne va avoir et ce qui peut encore plus aggraver ce symptôme d'hypersensibilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Si vous aviez quelqu'un qui était très joyeux pendant très longtemps et que vous voyez qu'il s'isole énormément, et que, il, se coupe du monde, bon, c'est effectivement une personne vers qui il faut aller et l'aider, l'accompagner, à la fois dans la construction de la confiance en soi, dans la construction de la réassurance qu'elle doit avoir, l'aider à se fixer des limites, parce que ça veut dire qu'elle n'a pas été capable de poser des limites à un moment donné, et de l'aider à poursuivre des objectifs petit pas par petit pas pour l'aider vraiment à réussir à s'épanouir à nouveau, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc on a vu, il y avait la pratique de la méditation et la pratique de la pleine conscience, la pratique d'une activité physique. Alors ça peut être, je ne vous demande pas forcément de faire 45 minutes de sport tous les jours, mais ça peut être simplement le fait d'aller marcher, le fait de faire une marche pendant 30 minutes, le fait on a plein de Parisiens qui font ça, qui descendent du métro une station plus tôt et donc pendant 15-20 minutes vont marcher pour aller au travail ou pour repartir du travail. Et ça peut être aussi des sas de décompression d'une certaine manière où avant d'aller au travail, je descends une station plus tôt. Comme ça, peut-être que déjà le bruit ou le monde qu'il y a dans le métro ou dans le RER, c'est compliqué. Et ce petit temps-là, je peux le prendre à marcher, à écouter ma musique qui va me détendre. Vous pouvez le faire dans la voiture, hein, si vous êtes stressé à cause des embouteillages dans la voiture, mettez-vous une petite playlist qui vous permet de canaliser ce stress que vous avez peut-être eu en voiture et peut-être faire juste une petite méditation quand vous êtes garé dans le parking de votre entreprise. 5 minutes de petite méditation de pleine conscience. Vous mettez vite fait une petite vidéo juste pour vous recentrer avant d'entrer dans le bureau. Et vous pouvez faire la même chose le soir quand vous repartez pour vraiment faire la coupure avec le travail. C'est soit une micro-méditation dans la voiture, soit de la musique qui vous apaise avant de prendre les transports en commun. Ça peut vraiment être une technique. Et si vous êtes en télétravail, c'est la même chose. La micro-coupure, elle est importante. Les pauses sont importantes. Le matin, avant de démarrer la journée, le soir, après avoir terminé sa journée de travail, on s'octroie entre 5 minutes et 20 minutes de pause pour rentrer dans son travail ou pour en sortir. Ça va être des choses qui vont être essentielles. Toute la partie développement de compétences personnelles, n'hésitez pas, si vous êtes hypersensible ou invitez vos amis, votre famille, si vous connaissez une personne hypersensible, à prendre du temps pour se former, apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut aider aussi une personne à se sentir plus compétent et plus en confiance. Donc en fait, plus une personne va aussi prendre du plaisir à apprendre et plus ça va l'aider aussi potentiellement à développer des nouvelles passions, des nouveaux talents, à mieux se connaître. Et donc du coup, mieux je me connais, plus j'ai confiance en moi parce que je sais exactement ce que je veux, ce que je ne veux pas, où je veux aller. Et donc ça peut être des formations très simples, hein. Vous avez Udemy, UDEMY, qui propose plein de petites formations qui sont des fois très courtes ou des fois très bien réalisées et qui vont permettre, et alors ils font des promos toute l'année, hein, donc vous avez plein de formations à 15 € des fois, sur plein de thématiques et en 1h30 ou en 3 heures, vous pouvez vous former sur plein de nouveaux sujets. Et donc ça peut être aussi l'occasion pour une personne hypersensible de se dire, voilà, je me forme parce que sur tel et tel sujet et je gagne confiance en moi parce que je suis en train de gagner des compétences. Vous avez déjà donné quelques éléments de réponse, mais quelle attitude et bons réflexes à adopter lorsque l'on est manager ou parent de personnes hypersensibles? Beaucoup d'éléments autour de la communication, de la manière de communiquer, la manière de dire les choses. Donc là, je vous dirais, je crois que j'avais fait déjà un webinaire, mais si vous avez plein de vidéos sur YouTube autour de la communication non violente, sur la manière de dire les choses, ça peut vraiment aider une personne hypersensible. Parce que du coup, elle va réceptionner ce que vous êtes en train de dire, mais comme ce sera très factuel, ce sera beaucoup plus facilement assimilable par elle.
l'aider aussi à poser les mots, à dire les choses par écrit. Vous pouvez l'aider. Alors, vous pouvez, il en existe sur YouTube, sur tous les sites d'e-commerce, des petits bouquins de gratitude. Et donc, aider cette personne à trouver son petit talent artistique qui va l'aider aussi à dire les choses ou à poser les choses par écrit. Et en fait, c'est peut-être imaginons que vous êtes parent d'un enfant hypersensible. Je crois que j'ai des bouquins en plus derrière sur les parents d'enfants hypersensibles. Mais c'est notamment dire à votre enfant, OK, il y a peut-être des choses que tu ne peux pas me dire, que tu n'arrives pas à exprimer verbalement. Mais tu peux l'écrire ou tu peux le dessiner. Et c'est quelque chose qui est que pour toi. Tu n'es pas obligé de me le montrer, mais déjà le fait de le verbaliser ou en tout cas de le dessiner, de le sortir de son corps, c'est un peu comme si on extirpait cette émotion, ça peut être intéressant. Il y a des petits bouquins qui existent, notamment si c'est des enfants qui sont petits, avec la licorne pour apprendre la gestion des émotions aux enfants. Donc ça, j'ai envie de dire, hypersensible ou pas hypersensible, j'inviterai tous les parents à accompagner les enfants sur la gestion des émotions et sur l'acceptation des émotions. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être heureux. L'idée, c'est d'arriver à poser les bons mots dessus et se dire qu'est-ce que je fais de cette émotion. Et donc ça peut vraiment être, pour le coup, passionnant. Le travail sur la gratitude, comme j'ai dit, et la pratique de l'affirmation de soi. Apprendre à exprimer de manière assertive et à poser des limites pour aider vraiment à renforcer la confiance en soi, c'est vraiment essentiel. Je vais vous partager dans le chat des petits tests que vous pouvez faire si vous voulez savoir si vous êtes hypersensible ou pas. Ils sont tous gratuits, sauf un, il coûte 1 €. Ça va. C'est jouable. Je vous les mets là dans le chat, comme ça vous les avez tous. Hop. On a le premier qui est là, le deuxième qui est là, et le troisième. C'est ça, on les a tous. Allez, banco. Hop, comme ça vous les avez les 4 pour pouvoir les faire chez vous. Mais vraiment, encore une fois, c'est la communication, le fait de comment j'arrive à le verbaliser. Alors, je vous ai mis aussi des petits bouquins pour aller plus loin, qui peuvent être pas mal. Intelligence émotionnelle, le côté hypersensible, est-ce que je suis hypersensible? C'est des petits bouquins qui sont pas très gros et qui sont plutôt bien faits. Donc voilà, pas hésiter vraiment à les utiliser, à aller les regarder. Vous voyez là sur Fabrice Midal, sujet hypersensible, on a un petit cahier pratique avec des petites situations et des solutions qui est très bien fait. Moi, j'ai également celui de Vubert qui le propose. Et là, je vous ai mis aussi 3 autres petits bouquins. Alors, ceux-là, je ne les connais pas, je ne les ai pas, mais je les trouvais vachement bien quand j'ai lu les résumés. Voilà, mon cahier rituel Feel Good hypersensibilité, mon cahier hypersensible et hypersensibilité, 50 pages de conseils pratiques. Donc, je me dis, voilà, c'est des petits bouquins qui ne coûtent pas trop cher et qui peuvent vraiment aider à peut-être mieux travailler, mieux gérer son hypersensibilité. Encore une fois, chacun doit trouver son style, doit arriver à trouver ce qui lui convient le plus, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de savoir quelles sont les actions à réaliser au quotidien pour gérer son hypersensibilité ou gérer l'hypersensibilité d'une autre personne. Mais c'est vraiment, encore une fois, la communication, les échanges, le fait de pouvoir mettre des mots dessus, avoir sa petite cabane interne, c'est vraiment important. Hein. Dès que vous vous sentez rempli d'émotions, allez courir dans votre cabane interne qui vous fait du bien pour vous recentrer sur vous et sur vos propres émotions. C'est en tout cas voilà, les conseils que je pouvais vous partager aujourd'hui sur la manière de vivre, d'accepter et de mieux gérer son hypersensibilité. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Hein. Oh, je n'ai pas dépassé mon temps. J'ai cru que j'allais dépasser mon timing, mais non, en fait. Peut-on revoir les 4 titres précédents? Oui, bien sûr. Hop, je vous les mets là. J'aide mon enfant hypersensible à s'épanouir. Voilà, c'est plein de petites choses qui sont très bien. Et je pense que j'en ai dans ma bibliothèque sur l'hypersensibilité pour les enfants. J'ai tellement de choses dans ma bibliothèque, je ne sais plus. Mais il existe effectivement des jeux pour aider les enfants à exprimer les hypersensibilités. L'hypersensibilité est-elle génétique? C'est une bonne question. Je n'ai pas du tout la réponse. Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Alors, un titre pour les ados.
Alors ceux qui sont pour les enfants sont aussi valables. Vous voyez typiquement, le docteur, Saverio, «J'aide mon enfant hypersensible», il est aussi valable pour les adolescents, pour apprivoiser son hypersensibilité. Et sinon, alors même le bouquin de Vuibert, «Les hypersensibles et 10 séances d'auto-coaching pour bien vivre sa singularité au travail», alors c'est propre au travail, donc on va dire pour un jeune adulte, peut-être, si vous avez un étudiant, quelqu'un qui est un jeune qui est en alternance ou qui démarre, ça peut être pas mal. Mais pour l'ado, je pense qu'on peut l'accompagner sur le oups, pardon. On peut l'accompagner sur les 50 pages de conseils pratiques avec le petit bouquin d'hypersensibilité de Laurent Chavel. Il en existe plein. Là, je vous en ai vraiment mis que quelques-uns, mais il en existe vraiment beaucoup, hein, des bouquins là-dessus. N'hésitez pas, vous allez, alors je suis pas censée faire la pub de la Fnac, mais vous allez dans un rayon, chez un libraire, vous regardez tous les bouquins autour de l'hypersensibilité et vous feuilletez un petit peu déjà pour vous rendre compte si c'est quelque chose qui va être, facile, si vous allez accrocher, s'il y a des illustrations, s'il y a des exemples et vous verrez comme ça si c'est quelque chose qui, si vous vous sentez attiré par ce bouquin, c'est un bon signe. Merci pour les petits messages. Et encore une fois, petit pas par petit pas pour l'hypersensible, hein. Ne vous mettez pas de pression, chaque chose en son temps. Faut avancer pas à pas. C'est vraiment l'essentiel. Et chaque pas que vous faites et que vous réussissez, et l'autogratitude, hein. Soyez fiers de chaque petit pas que vous faites. Et merci à tous. Je vois tous vos petits messages, nickel. Merci beaucoup et puis, j'ai envie de dire rendez-vous au prochain webinar. Je ne sais pas lequel c'est, je ne sais plus, je n'ai pas l'agenda en tête. Mais voilà, au besoin, n'hésitez pas, profitez-en, vous avez tous les replays disponibles sur YouTube. Et si vous me cherchez, je suis sur LinkedIn. Donc, si vous avez besoin de d'autres petits conseils, ce sera avec grand plaisir. Merci à tous, très bonne journée. Ciao, ciao.